Va bien? Ça va beaucoup mieux. Oui, ça va. Oui, salut. Et puis, nous sommes contents encore là. On est content que tu sois là. Oui, petite. J'ai failli passer. Une nuit entière sous les décombres de 2 étages. Comment ça? 2 étages. Quand la terre a commencé à trembler, j'ai dit, oh, tremblement de terre. Et puis, immédiatement, j'ai vu les 2 pans de mur comme ça qui se désagrégeaient. Et puis, ça flottait comme un drapeau dans l'air. Et puis, j'ai vu que ça allait tomber sur moi. Et puis, je ne pouvais rien faire. Et immédiatement, j'étais emportée de dos. J'ai été emportée, rien n'est tombé sur moi, j'ai plongé dans un vide. Et j'ai crié, oh! Le ciment, c'est... Moi, je pensais que ça allait m'ensevelir. Ensuite, j'avais une armoire dans la chambre. L'armoire est tombée d'abord sur moi, a formé comme une voûte au-dessus de ma tête, et puis le bloc de ciment est tombé par derrière. Et j'étais là, dans un trou, comme un fœtus dans le sein de la mer. Waouh! Et puis j'ai crié au secours. Et pendant ce temps, j'avalais de la poussière, du sable, je crachais du sable. Mes oreilles étaient remplies de sable, mon nez, mes yeux. Et puis, il y avait une autre sœur de chambre plus loin que moi qui criait aussi. Sœur Léa, viens m'aider. J'étouffe. Je dis, moi aussi, je ne peux pas venir. Elle avait peur, elle m'a appelé toute la nuit, mais je n'avais pas de souffle pour lui répondre. Je voulais conserver le peu de souffle qui me restait. Et puis, on a passé la nuit comme ça. Et puis, la sœur de Charles Rideret est finalement extraite de ses gravats le 2e jour. Il y a des corps qu'on a retrouvés en bas. Nous sommes 1 mois plus tard, d'autres corps n'ont pas encore pu être dégagés. Les 2 seules religieuses, totalement indemnes, n'ont aucune idée du lendemain. On a tout perdu, tout perdu. De la communauté du Bel-Air, il reste moi-même et puis sœur Carmel à Port-au-Prince. J'ai pu imaginer la scène de cet effondrement des étages dans l'aile où se trouvait la chambre de ma sœur. Et c'est comme si j'entendais un peu les cris et les appels sous ce qui reste des décombres. C'était effectivement un moment très dur. Les mots me manquent pour parler de ce moment-là, de cet endroit-là. On a de la peine à imaginer en fait ce qui a pu causer une telle dévastation. Nous remontons l'une des artères les plus commerçantes du centre-ville. Impossible de situer la perspective, même lointaine, d'un retour à la normale. Charles connaît Port-au-Prince comme sa poche, et pourtant... Les sites ne sont plus là, les points de repère ne sont plus là, donc je cherche ce que je connaissais comme schéma, et je ne le trouve pas, quoi. Il n'y a plus inscrit dans le paysage. Normalement, l'hôpital général, ça doit être là, mais je n'ai pas vu l'entrée. Hein. Allons un petit peu, donc... voilà, c'est là. C'est celui-là. Les GI gardent le plus grand hôpital de Port-au-Prince. Entre bâtiments effondrés et murs dangereusement fissurés, l'hôpital est totalement hors service. L'aide médicale suisse a planté ses tentes sur le parking. Sa spécialité, le secours aux enfants. Les toubibs suisses apportent ici des soins de haute technicité dans des conditions de champ de bataille. Bonjour, Jean-Pierre, enchanté. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas qui doit dire bienvenue. C'est vrai, mais je crois C'est que plutôt le votre contraire. présence ici est très importante.
Qui l'âge tu as gagné? Tu n'as 4 jours. 4 jours. Et puis, son petit garçon ou bien Son petit garçon. Petit garçon. Bienvenue. Arrivé un moment pour dire que la vie a continué, pas vrai? Oui, nous dit ça. Ouais. Ça, bon Dieu. Oui. Alors ça, c'est la néonatologie. Je trouve que, vous voyez, c'est ça c'est ça la vie. Hein? Elle est là, la vie. Elle est là, la relève du pays. Bonjour. On est très fiers parce que ça s'est super bien organisé depuis quelques jours. Avant, c'était un peu plus chaotique. Puis alors maintenant, vous voyez bien, les berceaux sont bien... Les soins sont là, on a du personnel de nuit, donc on peut dire qu'on peut enfin assurer des soins décents. Le plus dur, c'est les conditions d'hospitalisation. On est sur la route, on est sur un trottoir, c'est dense, il fait chaud, il y a des mouches. Le plus dur, c'est ça. Après, les soins et le personnel, ça va beaucoup mieux. Notre philosophie, c'est toujours faire travailler un médecin suisse avec un médecin haïtien. On veut qu'ils travaillent ensemble. Et le jour où ils sont suffisants, autonomes, on part. Ouais. C'est ça le but. C'est ça le but. Mais passer le relais aux Haïtiens, ce n'est pas vraiment simple. Un jour, les gens viennent au travail et le lendemain, on ne les voit plus pendant 2 jours. Et puis le 3e ou le 4e jour, ils reviennent et puis ils disent « Je suis navré, j'ai pas pu venir, j'ai pas trouvé de voiture, j'ai plus d'argent, j'ai dû consacrer mon temps et mon énergie à me nourrir. » On le voit bien et c'est la réalité et on fait avec. Derrière moi, vous avez l'école d'infirmière. Le séisme est survenu aux alentours de 17h, à un moment de haute fréquentation des bâtiments et des cours. À l'heure actuelle, aucun déblaiement n'a encore été effectué. On ne sait pas combien dizaines de corps sont encore pris sous les décombres. Dans cette ville-cimetière, les petits marchés sous les bougainvilliers forment de rares taches de couleur entre les gravats. Les Ridorés ont rendez-vous avec l'ancien recteur de l'université Quisqueya, un ami intime de Charles, devenu aussi le parrain de Karl Alex. Nous entrons avec lui sur le campus. On peut passer par là ou bien? Hein? On peut aller là ou bien? Bon, moi je n'oserais pas. Non, non, on ne sait pas, il ne faut pas s'y aventurer, non. Il ne faut pas s'y aventurer. Je m'excuse de la question. Oui, ça te fait quoi de tout ça en bas? Non. Ça, c'est vraiment, quand je suis venu la première fois voir ce qui s'est passé, j'étais complètement abasourdi. Parce que, ouais, comme je vous ai dit, ça, c'est les résultats d'efforts, de 20 ans d'efforts. Puis d'un coup, ce campus est foutu par terre. Et vous pouvez comprendre que c'est vraiment, ça fait mal, c'est terrible. Mon Dieu, c'est sûrement un étudiant qui a perdu ça. Oui, bien sûr. En attendant que l'université soit reconstruite, quels seraient les besoins, les souhaits de ta part? Bon, il y a d'abord, c'est la formation du personnel. Parce que nous avons beaucoup de professeurs que nous avons perdus aussi. Vous savez, nous avons des jeunes que nous avons pris après leur licence ici, nous leur avons donné des bourses pour aller faire leur licence et leur doctorat qui sont revenus comme professeurs à l'université. Et ces gens-là, c'était eux qui allaient prendre la relève de l'université. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont morts. Et le souvenir de ces heures d'effroi hante encore l'actuel recteur de l'université. Je voulais dire que bon, la première nuit a été la plus difficile, parce que c'est là qu'on a fait face au défi de devoir organiser des secours pour les étudiants qui étaient bloqués sous les décombres, sans qu'on puisse les sortir nous-mêmes. On a vu mourir sous nos yeux au moins 5 étudiants avec qui on parlait, qui étaient coincés sous les dalles, dans des positions vraiment où il fallait des équipements spécialisés pour les sortir. Je n'ai jamais entendu personne dire « S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas, sauvez-moi, je ne voulais pas mourir ». Les gens étaient calmes, nous parlaient, nous orientaient, nous donnaient des conseils sur la manière de faire, essayer de casser telle dalle, essayer de scier tel bas de fer, peut-être. Ça, c'est une leçon vraiment qui va rester longtemps gravée dans notre mémoire, ce courage, cette dignité dans la mort.
Vous avez les ressources pour reconstruire ça? Non, mais la question n'est pas toujours une question de ressources. Souvent, quand une voiture frappe quelqu'un dans la rue, quand la personne a reçu un choc, on le voit se relever tout de suite pour se remettre sur ses pieds, pour être sûr qu'il est vivant. Il commence à s'essuyer, à se regarder, se toucher. Je suis à peu près dans la même situation. Je dis que pour pouvoir mieux me relever, il ne faut pas rester couché à terre. Maintenant, je suis un peu inquiet quand je regarde ce qui se passe dans la communauté internationale, cette grande mobilisation, cette cacophonie, etc. C'est vrai, il y a un élan de compassion humanitaire qui est naturel, parce que les vivants n'aiment pas voir mourir de pareil. Mais je suis presque certain qu'une fois épuisé cet élan de compassion humanitaire, les Haïtiens vont encore, comme chaque fois, être seuls. Et comment ne pas baisser les bras quand la vie dans la rue est devenue un enfer quotidien? On a coutume de dire, souvent par ironie, dans un dicton populaire, que la rue, c'est le salon du peuple. Pourquoi? Parce que les maisons sont tellement petites, on n'a pas d'endroit agréable pour discuter, parler, faire de la convivialité. On le fait dans la rue. Maintenant, la rue est devenue la chambre à coucher de la population. Les gens me disent, mes employés qui sont sinistrés, j'ai des doyens, des directeurs de programme qui dorment dans les rues et qui me disent, monsieur le lecteur, on peut se débrouiller pour la nourriture, mais je voudrais un gîte. C'est là, pour moi, le lieu d'expression de ma dignité. Sous la statue de Christophe, le premier roi haïtien, au lendemain de l'indépendance, voilà 2 siècles, la chambre à coucher de la population dont parle le recteur va devenir un cloaque très bientôt. Les simples bâches ne protégeront pas la population des violentes douches tropicales de la saison des pluies. Déjà, l'odeur est insoutenable et la vie quotidienne un combat. Bonjour. Comment nous y est? Puis nous toujours tendez, un problème, sécurité, bagaille comme ça. Est-ce que c'est le vrai? Oui, c'est vrai. Ah. Il n'y a pas on dit là, tu vas même joindre. Vous pas joindre, non? Non. Garçon, pour prendre, il va les femmes pour rien. Et puis, que j'en nous fait? Pas les filles pour prendre. Moi, même si ça me déroute, je vais me dégager. Et puis, toute bagaille ça, comment vous faites pour trouver? Ça me dit, il y a un petit monde là, pour prendre acheter ça. Pour garder, pour manger, pour dégager. Il y a 5 timons. 5 timons? Qui j'en fait ça? Bloc, pour la que... Bloc? Bon, faut que tu vas, je Les petites boutiques, les rois de la débrouille, le fourmillement. Ouais, c'est une note d'espoir, en tout cas. Ça. Effectivement, une série de quartiers sont totalement dévastés, mais en fait, la vie est toujours là. Elle a repris, en partie, en tout cas, ses droits. Et ça, c'est une bonne surprise. Le lendemain matin, nous partons tôt. La vallée natale de Charles Doré n'est qu'à 80 km de la capitale. Nous prévoyons tout de même une journée de route. Hello, sir. How you doing, sir? We go to Jacmel Valley for the Suez television. Is it possible to... This road here is closed, so you have to go around and go through downtown. Okay, all right. All right. We'll do that. Sorry about that. You just turn around and thank you. Le barrage sur la route principale nous oblige à passer par Léogâne, 200 000 habitants, encore plus détruite que Port-au-Prince. Seuls les séismes les plus violents donnent lieu à de tels phénomènes. Au-dessus de 7 sur l'échelle de Richter, la Terre s'ouvre. T'imagines la force? T'as vu ça? C'est combien là? Il y a 5 mètres à peu près.
La montée est à l'image de cette terre blessée. Les innombrables éboulements provoqués par le tremblement de terre sont à peine déblayés sur une seule voie. Charles Ridoré a fui son pays sous la dictature du Valier. À proximité de ses racines, il va retrouver ses réflexes d'ex-secrétaire roman d'Action de Carême, militant du développement. Il faut une vraie volonté politique de soutenir l'agriculture autochtone. On ne peut pas dépendre de l'aide alimentaire tout le temps. Le jour où il n'y a plus d'alimentaire, tout le monde meurt. Par contre, lorsque les paysans peuvent planter, peuvent récolter, alors ils garantissent l'approvisionnement. Donc c'est important de soutenir l'agriculture locale. L'aide internationale peut, sur ce point, avoir un rôle majeur. Dès le carrefour vers la haute vallée des Ridoré, la route n'existe presque plus. L'État central a depuis bien longtemps oublié la vallée. Combien de temps? Combien de kilomètres? 7. A 300 metros hay una capella. Vamos a parar un momentito, hein? Una capilla. Encore quelques kilomètres et ils sont chez eux. Sur la montagne, juste là. Je pense surtout à un moment, c'était la première fois que je revenais comme adulte, en fait. Tout d'un coup, une fois, on a fait une halte, on est sorti du véhicule et c'est là que j'ai senti comme une espèce de mise à terre. Et quelque chose, une espèce de foudroyement. Il n'y a pas d'autre mot. En disant, voilà, je crois que c'est de là que je suis. C'est pour moi c'est une promesse, c'est de retrouver une terre où j'ai vécu les premières années de ma vie, où j'étais à l'école primaire, où la vie a été toujours très simple, mais très saine, je dirais aussi. Il y a des excellents souvenirs qui restent par là, puis je retrouve des amis. Le soir tombe, 80 km en une journée, nous sommes très en retard. Ça va bien. Finalement, on se retrouve. Bon copain, oh, mais oui, comment ça va, comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Bienvenue à la vallée. Merci beaucoup. Les officiels nous ont pourtant attendus. Ici, on est fiers de la réussite en Suisse des deux enfants du pays. On était avant au Port-au-Prince et puis maintenant on vient aussi ici pour pouvoir discuter avec vous et faire un peu l'évaluation de la situation et voir aussi à moyen et à long terme qu'est-ce qu'il y a comme besoin de reconstruction et qu'est-ce qu'il y a comme ressources. Comme partout, pas question de se mettre du béton au-dessus de la tête. Dans la cour, la cérémonie d'accueil est méticuleusement préparée. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Nous vous remercions aussi de votre présence à la vallée. Si vous êtes ici ce soir avec nous, c'est surtout parce que vous avez choisi de souffrir avec nous les conséquences de ce désastre. L'illustration de l'exposé est à l'image des gens d'ici, habitués à s'organiser entre eux. On a eu soin de procéder à une enquête minutieuse sur les dégâts causés par le séisme. Et c'est ainsi que nous avons dénombré sur 25 515 personnes recensées, 4 492 familles de toutes les communautés. On a pu recenser 760 maisons détruites complètement, 2849 maisons endommagées. Ce qui n'empêche pas des milliers de parents sinistrés de Port-au-Prince de monter se réfugier dans la vallée. Une charge énorme pour les habitants. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Comment nous y est? Oui, nous bien, oui. Dis-moi, en 20 bagages là, t'es arrivé. Nous, combien tu as vécu dans le cas là? Nous deux. Nous deux? Oui. Et puis, Kounye là, où vient gagner une famille qui est beaucoup plus grande. Oui, oui. Combien nous y est Kounye là? Nous 18. 18? Oui, oui.
Donc, il y a 16 personnes qui sont sortis Port-au-Prince. Oui. Et comment nous faisons? Bon. Quand nous mettons nous dormir déjà? Bon, nous mettons dans la cour, nous avons une tente là, tapis, nous mettons nous dans la cour. Mais pour boire et manger, comment nous débrouiller nous? Comment nous faisons ça? Bon, nous vivons selon ça, nous gagnons un petit maïs, nous fonctionnons avec eux, mais pas bon pour nous. Vous avez un petit réserve? Nous avons un petit réserve, petit maïs, ça seulement. Est-ce que le voisinage a beaucoup de même secours? Bon, nous tous dans la même... Tout le monde dans la même situation? C'est pas bon. Comment nous pensons, je dis que la saison la pluie va arriver bientôt, ça va faire nous... Bon, nous avons plus de problème pour la saison la pluie là, parce que bon, depuis avant, de temps en temps, les font paraître là, bon, nous ne savons pas qui ça pour nous faire avec Timoun, parce que nous avons plus de Timoun, nous ne savons pas pour nous faire avec eux. Oui. Est-ce que Timoun, est-ce que vous continuez à jouer, Timoun, nous sommes capables d'amuser nous? Hein? Ou bien? Vous jouez, vous n'êtes pas trop triste, vous pas... Hein? Bon, ça frappe, mais de temps en temps, depuis autant de là, vous prend courir après les papas, les mamans, après les Jésus, depuis là passé, tout le monde prend courir, tout le monde joue. Donc on a couru, oublié Timoun, tout le monde a couru. C'est vrai, oui. Pour apporter un courage, vous après. Eh bien, ça, vous nous faites, nous, parce que c'est habitué avec lui. Oui. Ici, on a l'habitude de se résigner à beaucoup de choses, mais pas à priver les enfants d'école. Et ici, comme partout, les écoles sont à terre. Où faire l'école? Où? Alors, bien sûr, s'il fait trop chaud, s'il y a du soleil, on ne tient pas sous le soleil. S'il pleut, ce n'est pas possible de faire sous la pluie. En tout cas, à la vallée, ils ne vont pas vouloir perdre l'année scolaire, en tout cas. L'école est la principale voie pour sortir de la misère pour ces gens-là. Mon père, lui-même, fils de paysan, une famille de 10 enfants, a eu à l'époque justement une bourse. C'est ce qui lui a permis de faire des études, c'est ce qui lui a permis, via cette bourse, de venir en Suisse et de faire maintenant une vie que je trouve extraordinaire. Le lendemain matin, le maire de la vallée nous emmène chez lui. Il est aujourd'hui logé à la même enseigne que ses 25 000 administrés. Nous avons pris la décision, toute la famille et moi, et d'autres membres de la famille qui viennent de Port-au-Prince. Nous habitons cette petite maison pour pouvoir nous protéger du béton, parce que tout le monde a peur du béton maintenant. Le maire espère bien sûr que l'aide internationale ne va pas oublier la vallée. Karl Alex découvre qu'une forme d'aide entre toutes a de loin la préférence de monsieur le maire. Ce n'est pas moi qui vais leur financer pour la reconstruction de leur maison. Ce que je propose à tout organisme d'aide de nous aider à créer des emplois, à créer ce que je peux appeler des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Concrètement, c'est quoi? Alors, concrètement, des travaux à haute capacité, à haute intensité de main-d'œuvre, c'est dans les pépinières, le reboisement, les aménagements de routes. Donc, tous des travaux qui seraient faits ici? Oui, ici, et ce sont des travaux manuels. Et avec l'argent que les gens vont recevoir pour ces travaux, ils peuvent reconstruire leur maison. C'est ce que je propose. Une question de dignité aussi. Les sinistrés, dans ce cas, ne reçoivent plus l'aumône. Ils travaillent dans un pays où plus de 8 habitants sur 10 sont au chômage après le tremblement de terre. L'aide internationale la plus visible pour le moment, c'est la distribution de produits alimentaires de base venus d'ailleurs. Indispensable, bien sûr, dans les semaines qui suivent une telle catastrophe. Mais à plus long terme, Charles en est convaincu, il faudra faire autrement. Ce genre d'aide hypocrite qui sert à donner bonne conscience à certains, où on nous déverse les surplus de la production subventionnée de X ou de Y, en tuant la petite agriculture ou le petit élevage du pays, c'est pas admissible.
Retour à Port-au-Prince. Le palais présidentiel effondré est devenu l'icône du tremblement de terre. Karl Alex s'interroge sur les conséquences de la mémoire effacée par le séisme. Les archives sont enfouies dans les ministères en ruine. Un seul exemple, le cadastre qui n'avait pas été numérisé. Sans carte précise des propriétés de l'État et des particuliers, comment reconstruire ? Tout le monde ou presque a planté ses bureaux dehors. Même l'ex-premier ministre que Charles avait rencontré l'année dernière au sein d'un groupe de réflexion sur l'avenir d'Haïti. Oh. Comment il est? Ça va, Charles, ça va. Dans un premier temps, à mon avis, avant même de penser à rebâtir Port-au-Prince, je crois qu'il faudrait mettre l'emphase, il faudrait mettre le focus sur une consolidation et un renforcement, justement, en fait, des régions, de manière à éviter, justement, en fait, que Port-au-Prince soit perçu comme étant l'Eldorado. Il ne faut pas faire rêver les gens en couleur. Ce n'est pas demain la veille, n'est-ce pas, que les nouvelles constructions, en fait, vont pouvoir être érigées. Je crois que nous avons besoin d'expertise. Parce que pour pouvoir reconstruire tout ça, nous aurons besoin de former des menuisiers, des charpentiers, des électriciens, etc. Des boss maçons. Donc, au niveau de la formation professionnelle, on a besoin de cette aide. C'est un pays extrêmement pauvre. Le budget national ne saurait en aucune façon répondre à ce niveau de catastrophe. Et évidemment, on attend beaucoup de la communauté internationale. Et puis, en fait, laissez-moi vous dire ceci. Moi, je suis aussi ce que se passe au niveau international. Il n'y a pas que des saints, n'est-ce pas, dans la coopération internationale. Nous tous, nous le savons. Donc, je crois qu'aujourd'hui, moi, j'interpelle cette communauté internationale pour que finalement, elle accepte que le pays se construise, qu'il y ait un État, n'est-ce pas? Évidemment, avec les règles du jeu, la lutte contre la corruption, une justice qui fait son travail. C'est ce que nous demandons à la communauté internationale. Cyclone, coup d'État, extrême pauvreté et maintenant tremblement de terre, rien, jamais ne semble épargner Haïti. Grâce au riz doré, nous aurons compris qu'une aide internationale mal adaptée peut être une plaie qui s'ajoute à toutes les autres. Ce tremblement de terre, il a fait en quelque sorte table rase, de manière terrible. Mais cette table rase, on doit l'utiliser pour justement reconstruire un nouveau pays avec justement un soutien peut-être plus fort de l'État par rapport à cette organisation locale qui est là, mais qui, on le voit, est fragile, tient des fois 3 ou 4 personnes. C'est obligatoire, je pense. Et je crois avoir senti de la part de quelques-uns de nos interlocuteurs ce trait qui me semble caractériser Haïti au fil de l'histoire, à savoir cette volonté de ne pas se laisser abattre et d'aller de l'avant. Il y a ici un peuple qui veut vivre et qui attend, dans le respect, dans la dignité, donc tout l'appui qu'on pourra leur apporter pour se refaire un chemin de vie. Papa loco, c'est bon, vous s'en allez, nous c'est papillon, la beauté nouvelle bayagoué. Papa loco, c'est bon, vous s'en allez, nous c'est papillon, la beauté nouvelle bayagoué, et tout ça qui dit bien. Alors quand on revient d'Haïti dévasté, on ne peut pas rester les bras croisés. Les romans ont d'ailleurs démontré
leur engagement en faveur de l'île en donnant près de 60 millions de francs à la chaîne du bonheur. Charles Ridoré et Karl Alex ont eux aussi, dès leur retour, lancé une opération de reconstruction, modeste mais ciblée, en particulier dans la vallée de Jacmel, que vous avez visité avec eux dans ce reportage. Toutes les informations sur leur projet sont sur notre site, www.tempspresent.ch. C'est maintenant de... Le 12 janvier dernier, une catastrophe sans précédent frappait l'île d'Haïti. 300 000 morts, 1 million de sans-abri, hébergés aujourd'hui encore dans des camps de fortune. Dès le lendemain du séisme, des dizaines de sectes et des centaines de prédicateurs se sont précipités vers Port-au-Prince pour prêcher la bonne parole et pour certains, profiter de la misère humaine. Dans une île déjà fortement imprégnée de vaudou, évangélistes et pentecôtistes ont proliféré au point d'imposer l'idée que le tremblement de terre était un châtiment de Dieu et le début de l'Apocalypse. Entre traumatisme physique et croyance mystique, voici Seigneur, viens nous sauver, une enquête de Cyril Massé, Richard Montrobert et Gérard Lemoine. 4 heures du matin. Ici, c'est ma maison. Ici, c'est mon lit. Oui, je dors ici. Et ça, c'est ma Bible. Comme tous les jours, le pasteur Dickinson réveille le camp. Vous qui m'entendez ce matin, le plus grand message que j'ai pour vous, c'est que Jésus revient. Préparez-vous. Vous pouvez quitter la tente et nous rejoindre pour recevoir votre bénédiction. Venez adorer le Seigneur avec nous. Ainsi, vous serez forcément bénis. Tente après tente, une procession que l'on appelle ici la cohorte se met en marche vers un lieu pour le moins mystérieux. Ici, c'est notre local. Ils ont déjà commencé. Je ne devais pas mourir. Ça va. Mais ma jambe me fait mal. Jésus reviendra. Donc il y a des phénomènes naturels qui vont se produire. Par exemple, la montée des eaux, il y a le tremblement de terre, il y a la faim dans le monde. Je demande à mes frères d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Merci. Le 12 janvier, à 16h50, la terre se déchaîne. Ça va pas? L'incendie, il y a un tremblement de terre, et puis il y a un incendie, et puis l'incendie est là. Voilà, voici pour au poste maintenant. Et puis on est là, et puis il y a plein de choses à la maison qui se sont cassées, mais on n'a rien. Et puis, the world is coming to an end. Un séisme d'une magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter dégage une énergie équivalente à celle d'une bombe atomique. Sous les décombres, près de 250 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri qui fuient les nombreuses répliques du séisme. Six mois plus tard, la moitié de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, reste dévastée. Les symboles comme le palais national ou la cathédrale se sont écroulés. Les destructions ont principalement touché celles et ceux qui vivaient dans des habitations à étages en béton. Comme Mireille. Avant le séisme, cette commerçante était non-croyante. Pourtant, elle est sûre que le Seigneur l'a sauvée. Tout tournait, tout s'effondrait. Pendant que ça tournait,
On entendait des bruits. Comme tout le monde, j'étais secouée. Tous ces murs se sont effondrés sur moi. Ils ont écrasé mon pied. À ce moment-là, j'ai regardé par là. Et là, j'ai vu que je n'avais aucune issue. Et j'ai dit, Jésus, je vais mourir. C'est maintenant que tu me laisses partir? Dehors, tout le monde était secoué. Et tout le monde courait en criant, Jésus! Toute la rue, Jésus, tout le monde. J'ai eu raison de crier Jésus, parce qu'à partir du moment où je l'ai appelé, j'ai fermé les yeux et quand je les ai réouverts, j'ai vu que seul mon pied était écrabouillé. Je me suis convertie à Jésus. Jésus a épargné Mireille, mais elle a perdu son mari. C'est désormais ici, devant le peu qui lui reste de sa demeure, qu'elle se regarde vivre, entourée de sa famille. Une famille livrée à elle-même, sans emploi ni réelle occupation. Seuls les offices religieux viennent rompre ce désœuvrement quotidien. Nouvellement convertie au protestantisme, Mireille se rend régulièrement à des cours d'éducation biblique. Aujourd'hui, c'est le pasteur Dickinson qui officie. De la même manière que tu les as accompagnés devant l'armée du Pharaon, je te demande, Jésus, de les accompagner face à l'ennemi. Tu les rendras puissants, Seigneur, tu les rendras puissants, Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi, nous dire pour quelle raison Dieu a laissé déporter le peuple de Jérusalem à Babylone? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils ont battu les prophètes? Oui, ils les ont battus. Si Dieu a envoyé le séisme, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Il a tué, il a épargné pour qu'on se convertisse, pour que nous sachions qu'il est bien là. Ils se sentaient mal. Ils ont donc cherché à se rapprocher le plus possible de Dieu pour être prêts si ça se reproduisait. Sous le coup de l'émotion, beaucoup se sont convertis. Après le 12 janvier. La société haïtienne a la religiosité à fleur de peau. Elle s'affiche partout, sur les véhicules comme sur les murs, même les plus inattendus. Et surtout, elle s'entend à tous les coins de rue. À toute heure, les chants des églises charismatiques se mêlent aux prières des pentecôtistes. Frappés par le désastre, les survivants remercient un Dieu qui réconforte. Les plus motivés d'entre eux pratiquent jusqu'à 21 jours de jeûne. Qui veut témoigner de ce que le bon Dieu a fait pour lui pendant le tremblement de terre? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Moi, j'habitais dans un appartement de 4 étages. J'ai vu que les vitres étaient en train d'éclater. Et puis pendant que les balustrades, les fers forgés s'écroulaient, Dieu les a arrangés en escalier pour que je puisse descendre. Le mouvement pentecôtiste séduit de plus en plus face à un catholicisme vieillissant. Les fidèles trouvent ici, dans les chants et les prières, le moyen d'exprimer leur émotion, surmonter leur angoisse, redonner un sens à la catastrophe. Une manière aussi de trouver l'énergie nécessaire pour reconstruire. Mais pour l'heure, il faut encore déblayer les édifices détruits, comme l'église toute proche. Mais rien ne saurait les détourner de leur foi, même le malheur.
comme Denise, qui revient régulièrement sur le lieu où elle a failli perdre la vie. Le jour du séisme, elle assistait à la messe lorsqu'une partie de l'étage supérieur a sectionné son bras. Vous comprenez? Je n'ai été blessée que par un banc d'église. Cela veut dire que le bon Dieu mérite la gloire. Il faut que je regarde tout cela pour rendre gloire à Dieu, à mon propre Dieu qui m'a sauvée, qui m'a empêché d'être ensevelie. Ce que je vois ne me touche pas. Je dois juste rendre gloire à Dieu. Port-au-Prince n'est encore qu'un immense camp pour 1 million de sinistrés. La moitié d'entre eux vit avec moins de 1 euro par jour. Et face à un État totalement absent, les organisations religieuses apportent des solutions pour les aider à survivre. Darly est étudiant en psychologie. Depuis le séisme, il est aussi responsable du camp Maïs Gâté. Et aujourd'hui, il supervise une livraison d'eau potable apportée par une association protestante. Jusqu'à présent, les organisations qui nous ont apporté beaucoup plus d'aide, c'est les associations religieuses. Parce qu'à chaque semaine, ils nous donnent de l'eau traitée, des rations pour les familles. Et ils sont en train de nous préparer des abris provisoires maintenant. Grâce aux associations protestantes, bouddhistes ou catholiques, pas moins de 1600 personnes ont ici désormais un toit, ou presque. Sonny est inquiète. La toile de son abri risque de ne pas supporter l'orage qui s'annonce. Est-ce que ça peut rester? Ça peut rester comme ça? Je me pose la question. La vie ici, c'est un enfer. Des fois, je demande de l'aide aux autres. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à arranger le lit? Il m'a dit, moi, je ne peux pas. Il s'en aille. Ouh, ça me faisait mal jusqu'au cœur, je pense à mon mari. S'il était là, je n'aurais pas pu être dans cette situation aussi difficile. Ça ne va pas rester. Beaucoup de femmes qui sont seules dans leurs abris. Soit que leurs maris sont à l'étranger, soit que leurs maris sont morts après dans le séisme. Je peux allumer la lampe, Christelle? Le 12 janvier, le mari de Sonny était parti travailler. De l'eau? Il n'est jamais rentré. Il y a une gouttière ici. Pour sa fille, Sonny assure désormais seule le quotidien, hanté par le souvenir. Je ne crois pas qu'ils sont en vie. Des fois, quand je vois quelqu'un qui arrive de loin, un homme, de loin, je vois l'image de mon mari. Et puis après, je dis, c'est l'hallucination. Le corps du mari de Sonny n'a jamais été retrouvé. Elle n'a pas pu se recueillir sur sa dépouille. Mais elle s'est rendue à cette grande cérémonie œcuménique organisée à Port-au-Prince 1 mois après la catastrophe. Une marée humaine en prière sur la place du Champ de Mars au cœur de Port-au-Prince. Ce 12 février est jour de deuil national en Haïti. Tout le monde est incroyable parce que c'était incroyable parce que c'est la première fois que nous vivons une situation pareille. On pensait que c'était la fin du monde. Comme si c'était Dieu qui revient pour enlever l'Église. On pensait que c'était la fin du monde. En l'absence de véritables statistiques, on considère qu'il y a à Port-au-Prince autant de catholiques que de protestants, mais que presque tous sont adeptes du vaudou. C'est le cas de Michel. Choqué depuis le tremblement de terre, son angoisse l'étouffe. C'est depuis après le séisme. C'est depuis le séisme. Je ne sais pas si c'est le choc ou l'émotion, mais dès que je marche, j'ai le souffle court. Elle va donc consulter un médecin.
mais un médecin pas vraiment comme les autres. Et pour cause, la consultation médicale commence toujours par une incantation. Idriss est mambo, c'est-à-dire prêtresse vaudou. Elle a le pouvoir d'appeler les esprits pour soigner les âmes. Et au bout de quelques minutes de prière scandée, l'esprit est entré en elle. C'est donc lui qui mène désormais la conversation. Pourquoi t'es venu? Parce que je me sens pas bien. J'ai pris les médicaments, mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas marché. Viens, approche-toi, Sharon. Saleté. Je sais beaucoup plus de choses que toi, petite merde. Aujourd'hui, l'esprit semble plutôt grossier et assoiffé. C'est dans le rhum flambé qu'il puise sa force. Voilà, tu dois faire comme ça. Comme ça. Fais plus vite, saloperie. Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas acheter du sirop de canne. Tu mets de l'amidon. Et alors que Michel commence à noter la recette miracle, l'esprit est interrompu par une présence importune. Darly, le chef de camp, est venu en simple curieux, mais l'esprit a décidé de l'agripper. Ne fais pas confiance aux amis, ok? Là où tu es, merde, il y a des gens qui t'aiment et des gens qui ne t'aiment pas. Tu viens d'où? Jérémy. Amène ton cul ici, dis-moi d'où tu viens. Hein? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est comme si elle était là à me suivre partout. C'est comme si elle vivait en moi, c'est comme si elle savait ma vie auparavant. C'est comme si j'étais devant un miroir et puis je ne vois que le reflet de moi-même, mon image. Mais cela ne va pas changer ma foi chrétienne quand même. Bye bye. Un étudiant en psychologie qui croit au talent d'une mambo a de quoi surprendre. Et la nuit qui tombe va révéler d'autres mystères. Dans le camp Maïs Gâté, chacun regagne au plus vite son abri. Sous sa tente qui fuit, Sonny a besoin de se rassurer. Elle prolonge quelques instants les lueurs du jour avant de se coucher. Car dans la nuit, la rumeur court. Il y aurait des risques d'agression ou de viol, mais aussi la présence de prédateurs encore plus inquiétants. C'est pour les traquer que Darly, le chef de camp, a mis en place une brigade de nuit. On peut voir une bête dans la nuit, mais c'est pas une bête réellement, c'est quelqu'un, un humain qui s'est transformé en bête, soit il se transforme en animal, en chat, en bœuf, en chien. Et comme ça, quand on entend un cri de chat à la nuit, on dit que c'est un loup-garou. Des fois, on dit que ces loups-garous-là viennent juste pour, entre guillemets, manger les enfants des autres. Et c'est cette raison-là qui pousse les gens à avoir peur de ces loups-garous. Les brigadiers qui sont avec nous, on a essayé de voir dans quelle mesure on peut voir si cela existe. Nous sommes en train de vérifier ces rumeurs-là. Quand vous patrouillez la nuit, vous avez peur de quoi? Des loups-garous? Non, non, on n'a pas peur de rien. Il n'y en a pas des loups-garous ici? Non. Non, non. On dit qu'il y a des loups-garous, mais pas vraiment. C'est-à-dire? On ne voit pas les loups-garous ici. La nuit, les croyances de tous ordres remontent à la surface. Elles caricaturent les pratiques vaudou souvent réduites à la sorcellerie et aux zombies. C'est vrai que beaucoup de personnes mortes n'ont pas été retrouvées et qu'il y a beaucoup d'esprits errants. Par exemple, si toutefois... Si quelqu'un meurt
Et quand on ne lui fait pas de messe ou quelque chose comme ça, l'esprit va errer partout. Mais si on fait une messe pour cette personne, l'esprit ira là où il doit être. Le vaudou, c'est pour le bien. La sorcellerie, c'est pour le mal. Après le tremblement de terre, des gens ont fait beaucoup de cérémonies pour célébrer les esprits, nourrir les esprits. Arrivé dans l'île avec les esclaves africains, le vaudou a longtemps été interdit. Mais on entend à nouveau les tambours dans les umforts, ces temples où le maître de cérémonie remercie les esprits bienfaisants et protecteurs. Le séisme a été quelque chose de terrible. Ce n'était pas un jeu. Si tu as survécu, c'est parce que tu as beaucoup de croyances. Les esprits qui t'entourent empêchent le malheur de t'atteindre. La cohabitation entre le vaudou et les autres communautés religieuses est parfois difficile. Comme ce jour où des protestants s'en prennent violemment au vaudou, qu'ils accusent d'être à l'origine du tremblement de terre. Le 12 janvier, c'est un appel à la repentance pour que l'on change de comportement. Et lorsqu'un prêtre pentecôtiste croise le chemin d'un prêtre vaudou, le ton monte très rapidement. Après le séisme, moi j'ai constaté qu'aucun temple vaudou ne s'est écroulé. Il n'y a que les églises qui sont tombées. Attends, on va parler de toutes les églises. Tu es mon frère, mais le diable t'a corrompu. Il te conduit à faire du mal. Dans sa parole, Dieu a dit « Je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire ». Et voilà que nous autres, Haïtiens, prenons le vaudou. C'est le diable qui règne dans le pays, c'est le sang qui coule. Pour que l'Éternel débarrasse le pays de tous ces démons, il y a des événements qui se produisent. Ce qui veut dire que Dieu a décidé d'agir ainsi pour libérer le pays des démons. Ce discours radical fait recette depuis le 12 janvier. Les ruines de Port-au-Prince sont devenues un terrain de chasse pour les prédicateurs en tout genre. Dès le lendemain de la catastrophe, tous les fous de Dieu ont débarqué. Ils prospèrent sur la misère à coups de prophéties de fin du monde. Aéroport de Port-au-Prince la nuit dernière. Aux commandes de ce jet, la star John Travolta vient au chevet d'Haïti. Officiellement, le comédien transporte 4 tonnes d'aide alimentaire et des médecins. À la caméra qui l'interroge, il explique que c'est son bon cœur qui l'a poussé à intervenir. On a la possibilité et les moyens de faire ça. Sauf que derrière John Travolta, on voit à gauche en t-shirt jaune un scientologue. Leurs quartiers généraux sont impénétrables, mais il est impossible de leur échapper. À tous les coins de rue, des illuminés aux pratiques souvent sectaires sermonnent, baptisent ou évangélisent. Car pour les survivants du séisme, il est facile de tomber dans le fanatisme, d'autant que le traumatisme psychologique est terrible. Tamara, 23 ans, un regard hagard et des propos incohérents. Délivrance, comment frère Aurélie? Méchant et sale. Satan. Tamara est possédée par le mauvais esprit. Vous venez de le voir. On lui parle et ça ne donne rien du tout. Une fois, elle vous dit quelque chose et à un autre moment, elle vous dit quelque chose de différent. Cela veut dire qu'elle est possédée par un mauvais esprit. Si elle avait un parent qui pouvait l'amener chez le médecin et qui pouvait l'amener à l'église, à ce moment-là, elle prendrait les médicaments. Elle prierait, on s'occuperait d'elle. Mais là, il n'y a personne. Il y a plein d'autres malades ici. Elle n'est pas la seule, mais elle ne parle pas du tout. Elle a perdu toute sa raison. Vous le voyez bien. Apparemment sans domicile ni famille, c'est dans cette église que Tamara a trouvé refuge il y a 6 mois. Depuis lors,
Les combattants de Dieu chassent régulièrement ces démons lors de séances d'exorcisme. Ce que tu m'as sauvé, la pierre dont je sais que la qui se obéis au Dieu! Suivez-les! Suivez-les! Pour éviter la montée du fanatisme religieux, une nouvelle bataille est peut-être en train de s'engager, celle de l'éducation. Dépêche, on est en retard. Ce matin, Sony est très pressée. Elle n'a plus que quelques minutes pour conduire Christelle à l'école. Sony ne peut se permettre d'être en retard. C'est elle, le professeur. À quoi servent les plantes? Les plantes servent d'aliments, de médicaments, la rotation et le mouvement de la terre. En Haïti, près de la moitié de la population ne sait ni lire ni écrire. Puisque l'État est défaillant, ce sont souvent les églises qui gèrent les établissements scolaires. L'école Mamalou est catholique, mais elle accueille des enfants de toute confession. Après la prière obligatoire, leçon de français. La page 123. Pas tout le monde à la fois. Premièrement, tu donnes la réponse. Premièrement. Parce que tout qui est propre. De la pointe. Lorsqu'on demande aux écolières ce qui est à l'origine du séisme, les réponses peuvent surprendre. Je crois que c'est Dieu. Parce qu'il y a trop de sang qui a coulé sur la terre. C'est Dieu. Non. Non. C'est une catastrophe naturelle. C'est Dieu. Parce que c'est des punitions pour les personnes qui ont tué des gens, qui ont kidnappé, qui ont volé ceux qui ne sont pas pour eux. On t'a appris ce que c'était qu'une catastrophe naturelle? Non. Je n'aborde pas moi-même cette question avec elle. Bon, c'est pour éviter le traumatisme. Les tremblements de terre seront au programme à la rentrée prochaine. Grâce à l'école, les nouvelles générations trouveront peut-être alors, avec la même ferveur, un nouvel espoir. De janvier, Timounio prend la rue. De janvier, Gamounio prend la rue. Maman, de côté, ça balait. Maman, de côté, ça privé. Pas de courage, je m'en montre, mettre abandonné. Pas de courage, je pas porter, mettre abandonné. Pas de courage. Haïti, moi, ouais, ou casé. Qu'on est un jour fort, courir, fondé. Haïti, moi, ouais, ou casé. Haïti, un jour fort, manger. Haïti, moi, la mère. Haïti, I love you. Florence, vous avez été surprise par la ferveur religieuse du peuple haïtien? Pas tellement, parce qu'on sait que sur l'île d'Haïti, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette ferveur. On parle surtout de vaudou, de choses comme ça. Mais c'est vrai que quand il y a une grande catastrophe, les gens se tournent souvent vers la religion ou vers, à des degrés divers d'ailleurs, que ce soit l'église traditionnelle ou la mosquée ou peu importe. Ou alors au contraire, des prédicateurs, des évangélistes, des gens qui viennent vous raconter que la peste est abattue pour quelque chose. Voilà, je pense que c'est vraiment au contraire une constante dans ces situations-là. Mais vous n'avez pas l'impression qu'en Haïti, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs, hein, on se sert de la religion pour asseoir un véritable pouvoir? Alors, c'est vrai qu'il y a une ferveur d'un côté, une ferveur qui est réelle, et certainement des religieux qui sont eux aussi tout à fait sincères et tout à fait dans leur élément. En revanche, c'est vrai que ça profite à une frange de personnes. C'est très frappant. Je me souviens d'un tremblement de terre en Algérie où j'étais allée pour Libération à l'époque. Et donc les gens étaient avec des tentes, s'étaient installés dedans. Alors évidemment, ça prospère d'autant mieux qu'il y a une vacance de l'État. Hein. Et là, donc les gens étaient dans les tentes, il n'y avait rien à manger. Qui commence à distribuer? C'était les frères musulmans. Alors c'est très bien, heureusement d'ailleurs. Hein. Et à la fois, on voit comment, aux marges, ça peut bouger ou ne pas bouger. C'est toujours très...
Je pense que les deux marchent et c'est pas pour autant qu'il faut jeter la pierre, j'allais dire. Mais on a l'impression que ce phénomène s'amplifie. Alors ça, je pense que c'est une autre chose réelle. J'étais assez frappée, je suis allée à Tahiti récemment, au mois de janvier dernier. Et c'est vrai qu'on remontait une avenue comme ça en plein centre-ville. Et il y avait côte à côte des temples comme ça d'églises évangéliques, de gens qui faisaient de la prédication. Enfin, j'ai trouvé ça très frappant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et Tahiti donc, est une île française. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un endroit où il n'y a pas